Bonjour. Je suis l'ancien propriétaire du débit de vin au tire-bouchon que j'ai acheté en 1964, au début de l'année. J'ai ouvert en avril 1964. Le tire-bouchon existait depuis 4 ans à l'époque. Et voilà, et maintenant, entre-temps, beaucoup de temps a passé, je vais avoir 84 ans. Je suis à la retraite depuis 24 ans. J'ai arrêté à 60 ans, où j'avais droit à la retraite, comme je n'avais pas de successeur. Et dans ma famille, mon frère a 2 filles, aucune n'a voulu faire l'école hôtelière, donc j'ai tout vendu. Et depuis, je suis à la retraite. Je suis conseiller presbytéral délégué au consistoire de Saint-Thomas. Je suis originaire de Heurt. Mes parents ont quitté le village quand j'avais 16 ans pour habiter Strasbourg. Mon père, pour des raisons professionnelles, pour être plus près de son boulot. Voilà. Et après, j'ai grandi du côté du pont d'Anvers. La maison habitée a entre-temps disparu aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Maintenant, c'est des quartiers que je ne reconnais plus du tout. J'ai encore de la famille à Heurt. J'ai des cousins. Et j'ai encore un oncle et une tante. Le frère de mon père, le plus jeune, va fêter ses 98 ans dans ce mois, fin du mois, le 22 octobre. Et sa femme vit encore, ça fait 72 ans qu'ils sont mariés et sont ensemble encore. Donc j'ai encore de la famille très proche qui est à Heurt. Autrement, jusqu'il y a quelques années, fait 3 ou 4 ans, je cultivais encore un bout de jardin à Heurt. Un jardin que je cultivais aussi quand j'étais au tire-bouchon à l'époque. Je cultivais beaucoup de légumes, mes salades et mes fruits, et non pas les fruits, mais les salades, fleurs et tout ce qui concerne un peu de... ce qui me permettait d'avoir des légumes frais pour le tire-bouchon. Je suis né avant la guerre. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs de 1939, je devais avoir 4 ans, quand les militaires se sont installés. C'était avant l'invasion, avant que les Allemands soient arrivés. On avait dans notre jardin, je me rappelle, ils ont creusé des fosses pour installer les canons. À l'époque, au cas où, moi, ça ne s'est pas resté long. J'ai des vagues souvenirs. Mais nous, mon père, à l'époque, avait consolidé la cave au cas où il y aurait des bombardements ou des obus qui seraient tirés. Et 3 ou 4 familles dans le voisinage, ils venaient tous chez nous et on dormait dans la cave. Et après, il y a eu Bon, je ne sais plus tellement comment ça s'est passé après. Je pense qu'il n'y a pas eu d'affrontement et les Français sont partis, les Allemands sont arrivés à l'époque. Heurt n'a pas été évacué parce que c'est les villages le long du Rhin qui ont été évacués, c'est-à-dire la Wanzenau et puis tout Herlisheim, tous ces Gamsheim et tous ces villages. Et bon, ben nous, après, c'était la guerre. Bon, en tant que gosse, je me rappelle des avions qui survolaient quand il y avait quand les Américains commençaient à bombarder. Je pense que c'était en 1943. Et moi, je me rappelle, mon grand-père du côté maternel était cultivateur, était paysan, et ils plantaient beaucoup de tabac à l'époque. Et on allait des champs, évidemment, quand c'était les vacances scolaires, je partais avec eux dans les champs et on avait mon arrière-grand-mère avec, qui devait avoir à l'époque aussi, dans les 70 ou 75 ans, et elle était sourde. Et je me rappelle qu'un jour, il y a des avions américains qui ont passé au-dessus de nous et il fallait se cacher. Le grand-père, il appelait tout le monde
les champs de tabac, ils étaient très denses, donc quand tu te couchais sous les feuilles en dessous, on ne te voyait pas. Mais il y avait le cheval et la charrette qui était pas loin. Et je me rappelle qu'il appelait sa mère, c'était mon grand-père qui appelait sa mère, Groselkom, Leid in de Duvoc, Leid in de Duvoc. Et il tirait à la mitraillette sur les gens. D'ailleurs, je crois qu'il y a un paysan qui a perdu son cheval comme ça parce qu'il y a des avions qui passaient. C'était les Américains. Ouais. Ça devait être, oui, 44, je crois, pense par là. Ouais. Je me rappelle que je suis une fois allé à l'époque, mon grand-père, quand il y avait les bombardements à Strasbourg, il allait avec son cheval et la charrette pour déplayer les PTK, les cravates qui traînaient dans la ville. Ça, c'est des souvenirs d'enfance pour nous. Bon, ben ça, c'est après. Bon, et je sais aussi que pendant la guerre, ce qui était très dur, c'est que les parents n'osaient pas parler devant les enfants. Parce que c'était très dangereux. Ils avaient peur que les enfants racontent à l'école ce que les parents discutaient à la maison. Donc on ne savait rien. Nous, on ne savait pas grand-chose de ce qui se passait. Je me souviens même j'avais une copine, une voisine, qui avait à peu près le même âge que moi. Bon, mon père travaillait dans la journée, ma mère, elle devait faire des courses, on était seuls à la maison. Et on avait, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas tout ça. On avait la radio et nous, on a mis la radio en route. Et puis on a joué cherché. Et puis on est tombé sur une émission anglaise. Et alors, quand mes parents sont rentrés, ils étaient horrifiés parce qu'ils avaient peur qu'ils se soient détectés et qu'ils passeraient en camp de concentration carrément. D'ailleurs, chez le grand-père paternel, on avait eu, je me rappelle, la Gestapo chez eux, chez mes grands-parents. Et la raison, c'était que son frère, qui était voisin, c'est un grand-oncle à moi, le frère de mon grand-père paternel. Il était un peu national-socialiste. Et donc, les deux, ils étaient en pispine, ils ne se parlaient plus. Il a dénoncé son frère parce qu'ils ont tué le cochon sans le déclarer. Et là, on a eu la Gestapo, on a failli passer tous au Struthof à l'époque. Et ils étaient 4, mon père était 4, 2 frères, encore une sœur. Les 2 frères étaient au front, sont partis en 1942, ils étaient incorporés de force. Et la sœur, elle était dans la Hitlerjugend à l'époque, ils étaient près de Cologne, d'après ce que je me souviens. Et ils sont tous les 3 revenus de la guerre. On a eu de la chance. Mais pendant 3 ans, les parents, mes grands-parents n'avaient pas de nouvelles d'eux. Et mon père, il était né en 1912. C'était d'après ce que je me souviens, c'était une des dernières classes qui a été incorporée. Et à l'époque, mon père travaillait en ville, au port dans une société de navigation. Et il prenait le train pour aller à Strasbourg. À la gare, il avait sa bicyclette. Alors un copain lui a dit, il s'appelait Georges, mon père lui a dit, Georges, ne pars pas, les Américains ont débarqué en Normandie, la guerre va être bientôt finie. Et lui, il a pris sa bicyclette, il est rentré le soir à la maison, et ils l'ont caché jusqu'à la fin de la guerre. Mais moi, je ne me souviens pas combien de temps. Je sais qu'ils l'ont caché plusieurs mois. Je ne savais pas que mon père était rentré. Il était caché jusqu'à ce que les Américains soient arrivés pour la libération. Ça, c'est des anecdotes que moi, les souvenirs que j'ai de la fin de la guerre.
que les Allemands sont revenus, ils ont retraversé le Rhin, et c'est pour ça que tous ces villages le long de Hatten et tout ça, au nord de Strasbourg, Herlisheim, Kielstedt, et tous ces villages ont été presque entièrement détruits. Je sais qu'on avait une sœur à eux, qui est une grande tante à moi, qui habitait Strasbourg. Elle était mariée avec un Allemand, parce que c'est de l'époque entre 70 et 1918. Et donc, je crois qu'ils se sont mariés en 17. Et il était directeur de la poste à Strasbourg. Parce qu'eux se connaissent pendant... Il y avait 2 générations de gens qui n'ont pas connu, qui parlaient pratiquement pas français, parce que quand ils étaient petits, mes grands-parents ne parlaient pas français. Ils allaient à l'école allemande quand ils allaient à l'école. Et elle a eu des problèmes. Enfin, je ne peux pas revenir sur tout ce qui s'est passé après la guerre. D'après ce que je sais, j'ai quand même quelques documents où on a ceux qui étaient élus, les élus, ils ont quand même envoyé beaucoup de gens en Allemagne. Comment on peut dire ça? C'était pas soi-disant que les Alsaciens étaient pour la France ou pour l'Allemagne à l'époque. C'était la grande question. Et il paraît que je ne connais pas le nombre, mais d'après les documents qui existent, on a renvoyé de l'autre côté du Rhin plus de 100 000 personnes en Alsace. Donc il y avait des Allemands et il y avait beaucoup de couples dont l'un était allemand et l'autre français. Mais on n'a pas consulté la population à l'époque s'ils voulaient devenir français ou rester allemands. Ça, là, on rentre dans la politique, je ne veux pas aller plus loin là. Ça, c'est un petit détail, mais je l'ai lu, entre-temps, je me suis renseigné. Ça m'intéressait beaucoup ce qui s'était passé à l'époque. J'ai passé ma jeunesse dans le village, comme c'était. J'avais tous mes copains là-bas. Mes parents ont quitté l'Eure. En 1951, on a emménagé à Strasbourg. Donc là, j'avais 16 ans. Et puis après, j'étais au collège moderne. Et là, je me rappelle, et pendant que... Attendez, le collège moderne, j'y allais déjà en 47, j'avais 12 ans. Et à l'époque, je prenais le train 4 fois dans la journée. J'allais à Strasbourg pour aller au collège. Je rentrais à midi pour manger. Je reprenais le train pour aller à Strasbourg. Et j'allais à pied au collège moderne, maintenant au lycée Pasteur. Tu vois, près de l'heure. Et à l'époque, pour un raccourci, il y avait encore la passerelle qui passait sous le barrage Vauban. De la gare, on passait là en dessous, on arrivait plus vite au collège moderne à l'époque. Et après, quand en hiver ou des fois au printemps, quand il y avait les inondations, quand l'île était assez haute, tout était inondé, donc il fallait faire un détour pour arriver au collège moderne. Ça s'appelait le collège moderne à l'époque. Bon, enfin bref, voilà. J'avais les grands problèmes, c'était l'accent alsacien quand on parlait. Là, j'ai appris le français à l'école primaire à eux. Mais après, quand on est arrivé à Strasbourg, on était plusieurs, on était 3 ou 4 garçons de mon village. Et des fois, on se faisait traiter de poche, surtout par des enfants de militaires français. Eux, c'était les rois, parce qu'ils parlaient, nous, on parlait avec un accent. On avait l'air un peu ridicule. Il y avait toujours une tension entre... Seulement, un jour, je me rappelle, le professeur de français a dit « Vous avez beau critiquer les Alsaciens, mais ils font moins de fautes en français que vous autres qui êtes français. » Qui parlaient que français, alors qu'eux, ils parlent avec un accent. Bon, et ça nous avait un peu rassurés. Et il était interdit de parler alsacien à l'époque à l'école. Bon, Hörth, c'était un village
la majorité protestante. Bon, nous, on n'avait pas de problème. Et à l'époque, on était combien? On était 25 garçons. Et il y avait 6 qui étaient catholiques et les autres, d'une classe de 35. Et les autres étaient protestants. Mais nous, on n'avait pas de problème. Bon, il y avait des frictions, des fois. Quand on discutait de religion, c'est là qu'il y avait des frictions. Mais mes parents étaient très ouverts. Moi, j'avais des copains qui étaient catholiques, c'était de moi ça. Et nous, on se fréquentait, voilà. J'aimerais pas rentrer dans les détails. Bon, il y a eu des frictions quand il y a eu des mariages. C'est là qu'il y avait les gros problèmes. Parce que pour les mariages, si les catholiques acceptaient le mariage mixte, à condition que la partie protestante signait un papier que les enfants devenaient catholiques. Ça, c'était la grande question à l'époque, voilà. Ouais. Puis après, je l'ai vécu dans ma famille, quand mon frère s'est marié. J'ai un frère premièrement, j'ai un frère jumeau qui est décédé à l'âge de 3 mois. Normalement, on est jumeaux. Et j'ai un autre frère qui a 8 ans, qui est né en 1943. Il a 8 ans de moins que moi. Et on a eu ce problème quand ils se sont mariés à cause de la religion. Mais là, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Oui, parce qu'à l'époque, quand mon frère a voulu se marier, je ne me rappelle même plus l'année, et c'était dans les années 60. Il était question, ma belle-sœur, elle était très croyante et pratiquante, et le curé a demandé à l'époque à mon frère, il fallait qu'il se fasse rebaptiser. Alors mon père venait de mourir 1 an avant, et ma mère, bon, elle était seule, à l'époque elle avait la cinquantaine. Et alors, à l'époque, moi, j'ai dit, il n'en est pas question, soit vous nous acceptez comme ça, ou alors, il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et une fois, ça suffit. De toute façon, maintenant, le baptême, une fois que vous êtes baptisé, soit dans l'une ou l'autre confession, on ne rebaptise plus les gens. Être alsacien, c'est... solide ça. Moi, je suis beaucoup attaché au dialecte encore, parce que j'ai connu. Et je connais, quand on est entre gens de mon âge, ou même des plus jeunes, souvent que je raconte des blagues en alsacien que beaucoup ne connaissent plus. Et j'ai encore un parler que je souvenais de mon enfance, que ma tante, la sœur de ma mère, puisque ma grand-mère était décédée, elle me chantait des fois quand j'étais petit. Et quand elle était à l'étable, à l'époque, il n'y avait pas encore de machine pour traire les vaches, il les trayait à la main. Et bon, des fois, il chantait des chansons en alsacien, et quand j'avais mes petites nièces, je ne sais pas si elles se rappellent, ou des fois, quand on est maintenant, avec des amis qui ont des enfants en passage, je leur chante un petit verset en alsacien. Vous voulez que je vous le chante? Hopsasa, Pasefakat, Wamar Metze, Homar Spack, Wamar Bauch, Homar Brot, Wamar Star, was immer tot. Ça, elle me chantait quand elle avait sur ses genoux. Und dann hat sie mir als noch ein anderes Lied gesungen. Das ist besonders, wenn sie die Kühe gemeldet hat sie gesungen. Oh, du Lissel, komm ein bisschen in den Kühlstall. Wir spielen Fußball. Den hat Roger Siever, kennt den enlevé nicht. Mais ça, c'est typiquement du Heurtois. Maintenant, les gens se foutent de ma gueule en entendant ça.
Oui, puis après tu parles, le dialecte, c'était même à certains moments presque un handicap, parce que tu te faisais tout de suite repérer. Quand je voyageais, personne ne m'a jamais pris pour un Français. On m'a toujours pris pour un Belge ou un Suisse. Et ça, c'était à cause de mon accent. Je me rappelle, dans les années 80, on était à New York. Et je sais pas, j'avais cassé mes lunettes. Et on est entré chez un opticien dans un magasin, mais je ne me rappelle plus où c'était, dans quelle avenue. Et il y avait deux dames qui nous ont reçus. Et quand elles ont entendu, elles ont compris qu'on parlait français. Et tout d'un coup, l'une des dames parlait français aussi. Elle était de Suisse, c'était une Suisse. Alors elles se sont dit, mais vous n'êtes pas français ou vous êtes... Alors je disais si, on est français, on est alsacien. Alors là, elles ont compris, ils nous ont aussi pris pour soit des Belges ou même de Suisse, tu vois, de Suisse. En parlant, parce que le dialecte alsacien et certains dialectes alémaniques en Suisse se rapprochent. De toute façon, mon frère, il parle français sans accent. Hein. Lui, il avait 8 ans de moins que moi. Mais quand on emménageait en ville, il avait 8 ans. Et là aussi, il se faisait narquer seulement il était plus petit. Après, il avait que ses camarades de classe étaient tous des Strasbourgeois, étaient moins... Il n'avait plus le contact avec la campagne au niveau dialecte. Et lui, il parle le français sans accent. Moi, je me rappelle, il y a un seul truc que je regrette, c'est de ne pas avoir appris l'anglais en même temps. Parce qu'à l'époque, quand je suis allé au collège, on avait la possibilité d'apprendre en langue étrangère, ils avaient le choix, soit l'allemand ou l'anglais. Et à l'époque, mon père me disait, toi, tu vas apprendre l'anglais puisqu'on est frontalier avec l'Allemagne, donc c'est plus l'allemand. J'ai dit anglais. Non, il m'a dit, toi, tu vas apprendre l'allemand parce qu'on est frontalier avec l'Allemagne. Ce sera plus avantageux pour ton avenir que l'anglais. Et à l'époque, on ne pouvait pas choisir, apprendre les deux langues, ce que je regrettais après. J'ai toujours dit, si on avait appris aux enfants à l'époque 3 langues, c'est-à-dire le français, l'anglais et l'allemand, on se comprendrait tous. Mais à l'époque, moi j'ai appris l'allemand, c'est pour ça que je parle et je lis l'allemand, et l'anglais, si c'était à refaire, j'aurais appris l'anglais. D'ailleurs, si j'avais parlé l'anglais, je ne serais pas resté à Strasbourg, je serais parti aux États-Unis, parce qu'on m'avait proposé de partir avec le tire-bouchon à New York. Vous voulez que je vous parle franchement? Oui, c'est la fin des Windstub, moi je suis sûr. Il y a encore, je dirais, quelques adresses qui sont les successeurs des Windstub, mais ce n'est plus la même ambiance des Windstub que toi tu as connu. Il n'y avait pas encore les bars non plus. Non. Voilà, tu vois, et après ce sont les bars qui sont arrivés, qui ont repris un peu D'ailleurs, au départ, quand moi, chez tire-bouchon, dans les années 70, on n'avait pas une carte longue comme ça. Elle était réduite, la carte. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était surtout le vedele, la tarte à l'oignon, à ripple, comme on dit, enfin, la côte de porc salée, des knacks, une salade mixte, qui est normale, et je crois que c'était tout. Je me rappelle qu'à l'époque, en 64, on vendait le quart de Sylvaner 60 centimes. Le quart. Donc ça fait 1 franc 20 le litre. Hein. Voilà. Non, 1 franc 60. Ben oui, le temps. Et je me rappelle même le charret de porc, le vedele, comme on dit, on le vendait 2 francs 50. Alors qu'est-ce que vous payez un charret de porc quand vous allez au restaurant maintenant? Pour faire la conjoncture n'était pas la même, ça, de toute façon.
je sais pas si je peux dire ça, mais pour être franc, les vêtements à l'époque, bon, moi j'ai ouvert le tire-bouchon. Je cuisais tous les jours une vingtaine de jarrets. Et les jarrets, on les sortait du bouillon et on les servait. Il n'y avait pas de jarrets braisés au Munster et tout ce que tu veux, comme maintenant. Et maintenant, ce que je critique un peu à ce niveau-là, je vais me le permettre, parce que, surtout à Strasbourg, ils vont me tuer si je dis ça. Vous allez diffuser ça où? Aujourd'hui, quand tu vas dans une soi-disant Weinstube ou un petit restaurant, comme il y en a plein au centre-ville, ils ont les jarrets braisés au Munster ou même autrement braisés, mais surtout braisés. Ça sort du four. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne le cuisent plus eux-mêmes. On le leur livre sous vide et après ils sont réchauffés et on les met au four. C'est pour ça qu'on a les jarrets braisés. Mais ce n'est plus les jarrets conservés. Les meilleurs jarrets, c'était au Heidischgrab. Et lui, le père Laug, il faisait aussi. Ils n'avaient pas une grande carte non plus. Mais ça, c'était cette époque-là. Maintenant, c'est différent, c'est normal. Ça a évolué dans un autre sens. Surtout à Strasbourg, il faut... Si tu veux bien manger un peu, à part quelques petits... Je ne citerai pas d'exemple, je n'ai pas le droit. Mais dans le centre-ville, c'est une catastrophe. Surtout pas de choucroute. Parce que la choucroute, ça sort d'une boîte. Et c'est comme ça. Et la garniture, elle est livrée souvent sous vide et c'est réchauffé. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. On en a encore discuté hier soir. J'étais invité chez des amis, ils étaient au restaurant, je ne peux pas citer, et ils ont commandé de la choucroute, ils n'étaient pas contents. J'ai dit, mais oui, faites-la vous-même à la maison, la choucroute, au moins vous êtes sûr de manger de la bonne choucroute. Mais c'est malheureusement, je pense que c'est le tourisme de masse qui fait ça. L'histoire de l'Alsace est très riche et très intéressante. À condition de s'intéresser pour l'histoire. Bon, moi, j'ai une documentation importante. Tu sais que mon ami avec qui j'ai vécu pendant 22 ans, qui est malheureusement décédé il y a 8 ans, et qui était directeur de cabinet chez les recteurs. Il a fait 5 recteurs à Strasbourg pendant 27 ans. Et lui, il était très intéressé par son dada, c'était les livres, c'était et plein de choses. C'est un monsieur très intelligent. Et par ça, j'ai beaucoup de documentation. Il était en correspondance avec beaucoup d'auteurs, des auteurs qui publiaient des nouveaux romans, et voilà. Donc j'ai une bibliothèque où il y a pas mal de choses intéressantes. Oh là là. L'histoire de l'Alsace... Mais l'histoire de l'Alsace, elle est intéressante. Je pense que le problème, c'est que l'Alsace a toujours été ballottée d'un côté à de l'autre. Une fois à gauche du Rhin, une fois à droite du Rhin. Et heureusement que ça a changé. Maintenant, c'est l'Europe. Et ce que je souhaite surtout, que l'Europe reste ce qu'elle est maintenant. Déjà à cause de la monnaie commune et tout ça, c'est très important. Parce que imaginez-vous si demain on est de nouveau obligé de changer les francs, si on reprend les monnaies nationales qu'on avait avant, quand on veut traverser le pont d'Erkel, il faut changer la monnaie. Quand on veut aller en Hollande ou en Angleterre, un truc, pour les Anglais, ont toujours la livre, ils n'ont pas encore la monnaie européenne. Mais ça, je trouve que c'est formidable. Tout en gardant l'identité française et puis alsacienne surtout.
Mais l'identité alsacienne, c'est notre spécificité. Parce que maintenant, je vais te dire quelque chose. Je suis aussi accueillant à Saint-Thomas. Et on a plus de 300 000 visiteurs par an. Certains jours, on arrive même jusqu'à 3 000 personnes par jour. C'est énorme. Et on nous pose beaucoup de questions. Et des fois, je suis surpris par l'ignorance des Français de l'intérieur. Ça, c'est méchant. Des Français de l'intérieur qui nous posent des questions en ce qui concerne la religion en Alsace, parce qu'ils arrivent à Saint-Thomas. Saint-Thomas est une église protestante. Ils rentrent, pourtant c'est marqué partout. Alors, avant de partir, ils arrivent chez nous à l'accueil. Ils me posent la question, c'est une église protestante ou c'est une église catholique? Alors, je leur dis non, c'est une église protestante. Alors, la plupart des questions que j'ai, pourquoi il y a le Christ sur la croix? Alors, il faut que je leur dise, attention, parce que c'est dans le protestantisme alsacien, il y a deux directions, c'est les réformés, les calvinistes et les luthériens. Et longtemps, ils se sont aussi frottés les uns contre les autres. Mais maintenant, ça n'existe plus. Si vous allez chez les luthériens, le Christ est sur la croix comme chez les catholiques. Voilà, il y a des questions comme ça. On est obligé de répondre à ça. Alors je dis des fois, mon Dieu, mais on leur a pas appris ça à l'école. Je vais 3-4 fois par semaine, le matin. Je sors, je vais au Café Brocli, où je rencontre des amis de ma génération, et je prends un petit déjeuner avec eux. Quand je pars à 9h de chez moi, là, la ville est calme, c'est bien. Je traverse Place Gutenberg, je prends la rue des Orfèvres, et je vais sur le Temple Neuf, je prends la rue du Temple Neuf, là, je rencontre pas beaucoup de monde. Puis après, quand j'ai pris mon café, quand je quitte mes amis vers 10h30, je rentre à nouveau, place Saint-Thomas, je change 5, 6, jusqu'à 8 fois de trottoir pour pouvoir marcher. Parce que les groupes de touristes, ils vont dans les deux sens. Il y en a qui vont et il y en a qui viennent en contresens. Pour te dire simplement comme c'est maintenant. Et c'est tous les jours. L'Alsace c'est la plus petite partie du Grand Est, au niveau surface, mais c'est la plus peuplée et la plus riche. Et pourquoi on a mis ce territoire? En fait, d'après ce que je lis des fois, Hollande, il a dessiné ça au crayon, paraît-il, il a pris une carte, il a fait des traits pour dessiner les régions en France. Ils ont fait aucune étude et rien du tout. Alors maintenant, on lit en plus que les grandes régions, ils font pas de bénéfices, au contraire, ça coûte encore plus cher. Alors qu'est-ce que tu veux que je dise de la politique?